J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement. Oh shit, c'est reparti mon kiki. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il est, c'est 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, ça fait passer le temps. Chers auditeurs, chères auditrices, ici Requin qui vous parle. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours en vie. Commençons cette nouvelle émission, comme d'habitude, en écoutant le camarade Mattei, qui nous fera découvrir aujourd'hui un superbe conte pour enfants. Aujourd'hui les enfants, je vais vous raconter l'histoire de deux jeunes hommes. Deux petits gars bien de chez nous qui avaient des rêves et qui se sont retrouvés bien malgré eux au cœur de ce que l'histoire retiendra comme la vengeance du pangolin. Nous sommes en novembre dernier. Après des semaines à avoir bossé leur business plan, à avoir trouvé des investisseurs, à avoir claqué une bonne partie de leurs économies, nos deux compères fêtent l'ouverture de leur entreprise. Fiers comme des pans, ils nous expliquent que leur boîte de restauration nomade événementielle va être un carton, qu'ils sont en train de signer avec de gros clients du secteur et que le pognon va ruisseler à gros bouillon. Hélas, 3 fois hélas, nos deux héros ont dû profaner un site sacré ou insulter un dieu ancien, car une terrible malédiction va s'abattre sur eux. Nous sommes en février dernier, tout va pour le mieux. Leur chômage vient de s'arrêter, mais la boîte tourne bien, les événements s'enchaînent et les clients affluent. Ils ont même commencé à recruter. Quand tout à coup, un pangolin farceur fait son apparition et force le pays à rentrer dans ce long sommeil qu'on appelle le confinement. Panique à bord. Tous les contrats sautent. Les événements sont annulés les uns après les autres. Leur boîte étant trop récente, aucune aide ne viendra de l'État. De lourds nuages noirs s'amoncellent dans le ciel. Ayant de vraies âmes d'entrepreneurs, ils ne se débinent pas. Ils sont tous les deux à la tête d'une famille et il est hors de question de baisser les bras. Ils tentent tout. La vente de légumes à emporter, la vente à la sauvette de nourriture, les déménagements, le BTP. Ils essaient même de devenir croque-morts pour faire rentrer du cash. 2 longs mois s'écoulent. Quand le soleil revient en mai, malgré l'interdiction du gros événementiel du printemps, ils se disent qu'ils ont traversé la guerre et que maintenant tout ira pour le mieux. Qu'il suffit d'attendre que leur grosse presta de l'été se lance pour s'en sortir. Nouveau coup du sort pour nos héros. Début juin, leur client numéro 1, celui qui devait faire leur richesse, les appelle pour leur annoncer qu'ils mettaient la clé sous la porte. C'est un coup de tonnerre. Nos deux compères se débattent dans le noir face à cette terrible malédiction qui ne veut pas les lâcher. À la rentrée de septembre, l'événementiel repart un peu. Il se retrouve des contrats, mais le gouvernement baissant la jauge du public jour après jour, les événements se suppriment les uns après les autres. Pauvres héros abattus. Pour essayer de s'en sortir, ils acceptent un poste de gérance dans un resto à Montmartre. Bel endroit, belle clientèle, belle affaire. Ce n'était pas leur rêve, mais au moins ça va faire rentrer de la fraîche. Que pensez-vous qu'il va se passer? Ils vécurent heureux et s'en mirent plein les poches? Haha, non, pas du tout. La veille de leur prise de service, le gouvernement décide de limiter les horaires des restos le soir. Le plan tombe donc à l'eau. Le pangolin sacré ne les lâche pas de son courroux. De guerre lasse, ils acceptent de retrouver le salariat et de redevenir garçons de café, job qu'ils avaient quitté pour monter leur boîte. Ils commencèrent le 24 octobre. Vous connaissez la suite. 28 octobre, deuxième annonce de confinement, retour à la case départ. Épuisés, ruinés et désespérés, ils ont accepté en attendant des jours meilleurs de devenir coursiers à vélo, ubérisés et exploités jusqu'à l'os. Je n'ai pour le moment pas d'happy end à vous raconter. Cette histoire n'est hélas pas un conte pour enfants, mais la vie de milliers d'entrepreneurs désabusés qui ont vu leur boîte se fracasser sur le pangolin maudit et son meilleur allié, ce gouvernement de pignouf. C'est également une allégorie de ce qui nous attend tous, devenir des semi-esclaves ubérisés, allant offrir de la nourriture à des gros porcs en survette qui commandent sur internet entre 2 épisodes de Netflix. N'oublions pas de nous informer, poursuivons avec les actualités présentées par Derfonnet. L'actualité de ce jeudi 5 novembre. États-Unis. Un petit point rapide sur la situation outre-Atlantique. Les grands électeurs montent et descendent. Les votes par correspondance sont à 100% pour Biden dans certains États. On bat des records de participation et de vote. Certains électeurs ont reçu 2 bulletins pour voter par correspondance. La démocratie, quoi. États-Unis encore. Un candidat démocrate a été élu dans le Dakota du Nord, mais aura du mal à remplir ses fonctions. Il est mort il y a un mois du Covid. Astuce. Un SDF de 47 ans qui ne trouvait pas de logement a mis le feu à des conteneurs dans le centre-ville de Valence afin de passer l'hiver au chaud, en prison. Un succès, il a obtenu 6 mois de prison ferme. Subsidiarité.
Les maires de villes et villages pourraient bientôt installer des radars dans leurs communes sans passer par les préfets. On espère qu'ils pourront aussi les enlever. Fourrure. Avis aux amateurs, le Danemark a ordonné l'exécution de tous les visons du pays, car le coronavirus a muté parmi eux et s'est propagé aux humains. L'occasion de se refaire un manteau. Progrès. En Suisse, dans le canton de Neuchâtel, on arrête de tester les personnes symptomatiques au Covid. Seuls les soignants et les personnes à risque y ont droit. La raison, 50% de positivité dans le canton. On attend les chiffres de la mortalité. Insolite. Les députés de La République En Marche ont larmoyé auprès du gouvernement. Ils sont arrivés en retard pour voter hier puisque la vilaine opposition avait pris toutes les tables de la cantine. Et ils ont dû aller loin dans les rues, trouver de quoi se nourrir. Un comble pour les représentants de la Startup Nation de ne pas connaître Uber Eats. Exemplarité. Le gouvernement est un modèle. Olivier Véran déclare que diffuser de fausses informations sur le virus est de la trahison. On attend donc son procès. Démocratie. Le problème de cantine de nos députés avait conduit à un état d'urgence sanitaire jusqu'au 14 décembre uniquement. Mais le gouvernement a fait revoter avec tous ses sbires présents. Nouvelle règle, état d'urgence jusqu'au 16 février. Pratique, non ? Sport. Les équipes françaises présentes en Ligue des Champions se sont pris une dérouillée hier. Une bonne raison de lâcher sa télé et de prendre un bouquin en écoutant Radio Virus. Bamako. Un Italien a été appréhendé avec 91 000 € en liquide cachés dans son slip. Les contrôleurs ont trouvé la forme de son pantalon inhabituelle. Une nouvelle forme de discrimination est en route. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle chronique d'actu. N'oublions pas l'essentiel. Passons au premier point politique. La crise sanitaire a aggravé les fractures qui minaient déjà depuis des années un ordre international de plus en plus tourmenté. Pendant le confinement, beaucoup se sont affichés ouvertement utopistes et ont rêvé des lendemains qui chantent. Mais il n'y aura vraisemblablement pas de monde nouveau. Au contraire, comme le dit Michel Houellebecq, l'auteur d'Extension du domaine de la lutte, tout restera exactement pareil. Et nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde, ce sera le même, en un peu pire. Le ralentissement forcé de l'économie mondiale et la crise économique qui s'en est suivie ont exercé une énorme pression sur les dirigeants des grandes puissances afin de repenser leur stratégie industrielle et commerciale. Outre les effets d'annonce émis à chaud pour promettre un monde nouveau à une opinion publique que la crise sanitaire a angoissée, de nombreux pays ont promis de tout faire pour plus de résilience et moins de dépendance à l'égard de la Chine. Mais comme le dit Thomas Friedman dans une tribune récente, hélas, il n'y a pas d'immunité collective à la cupidité. L'obsession de la production en temps réel, exactement ajustée à l'état de la demande, pourra difficilement faire place à la nécessité coûteuse de constituer des stocks et de les gérer. Et pas seulement dans le secteur sanitaire. Le consommateur continuera à acheter des biens au prix les plus abordables. Mais les reconfigurations à venir n'obéiront pas qu'à une contrainte de rationalité économique. Elles dépendront aussi en grande partie du bras de fer qui oppose Washington à Pékin. Tout semble indiquer que les relations internationales vont être marquées, dans les années qui viennent, par une nouvelle guerre froide. Cette tension entre les États-Unis et la Chine est violente et s'inscrit dans la durée, vers un découplage qui rendrait les économies chinoises et américaines moins interdépendantes et vers une nouvelle mondialisation par axe, où Washington continuerait à faire pression sur tous les pays pour exclure des sociétés chinoises. Cette tendance irrationnelle néobusienne ne va pas disparaître, elle va s'accélérer et structurer nos relations. La guerre froide sino-américaine durera après l'ère Trump. Michel Flournoy, pressenti comme la probable secrétaire de la défense américaine si Joe Biden remporte l'élection présidentielle, a affirmé devant la commission d'examen de l'économie et de la sécurité américano-chinoise s'inquiéter de cette nouvelle incertitude dangereuse sur la capacité des États-Unis à contrôler les différentes actions chinoises. Même son de cloche en France, où une récente note interne du Quai d'Orsay tente de définir ce que sera le jour d'après l'épidémie pour la diplomatie française et désigne la Chine comme le principal problème. Jour après jour, la peur de la Chine conditionne de plus en plus l'ensemble des politiques occidentales, autant sur le plan interne qu'international. La théorie du bouc émissaire, si chère à René Girard, est toujours en vogue. Je cite, « Dès l'origine, les groupes humains ont dû se protéger contre l'emballement des désirs. Ce protecteur, c'est le métèque malchanceux, le type un peu bizarre qui passait par là et va concentrer sur lui toutes les haines. Son meurtre collectif permet à la horde sauvage
de redevenir communauté paisible. » Fin de citation. Et cette compétition devenue stratégique entre États-Unis et la Chine n'épargne désormais aucune dimension. Elle est multiforme, avec des dimensions économiques, technologiques, politiques, idéologiques et militaires. Toute approche réussie de cette compétition doit tenir compte de chacune de ces dimensions. Le fait qu'un démocrate de premier plan adopte cette position souligne un aspect important de cette rivalité américano-chinoise. Elle ne disparaîtra pas si Trump perd l'élection présidentielle du 3 novembre 2020. Une approche Biden de la Chine mettrait davantage l'accent sur les alliances américaines que ne l'a fait l'administration Trump, principalement par embrigadement systématique de l'Europe plutôt que par un rééquilibrage de la relation transatlantique, et utiliserait probablement moins les taxes douanières punitives déclarées d'ailleurs illégales par l'OMC. Mais il faudra s'attendre à une persistance des réflexes protectionnistes. Les démocrates cherchent également à travailler avec la Chine sur le changement climatique. Toutefois, une administration Biden ne modifierait pas les principes de base de la politique Trump, à savoir que la Chine est désormais un adversaire. Il existe désormais un consensus bipartisan dans la classe politique américaine pour contrer la montée en puissance de la Chine. D'un point de vue strictement économique, cette guerre commerciale et la hausse des droits de douane conséquentes sur les importations ont renchéri les coûts des intrants utilisés par les fabricants américains. De plus, ces taxes sont avérées illusoires, puisque l'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis depuis était de 43,6% plus élevé le mois dernier qu'en janvier 2017, lorsque Donald Trump a prêté serment, selon les derniers chiffres commerciaux mensuels publiés par Pékin. Pour couronner le tout, on observe un triplement en un an du déficit budgétaire qui, en 2020, a dépassé 3100 milliards de dollars à cause de la crise sanitaire. De plus, le rapatriement probable de plusieurs activités de production dans les prochaines années va faire augmenter les prix des biens et services aux États-Unis, alors que les revenus et le pouvoir d'achat déjà bas continueront à diminuer pour une vaste majorité d'Américains. Autant la guerre froide avec l'Union soviétique était justifiée, autant cet antagonisme exacerbé avec la Chine n'a pas lieu d'être et est dommageable pour l'Amérique et notamment sa population, de plus en plus pauvre et privée de l'effet Walmart qui baisse les prix locaux pour les produits d'utilisation quotidienne. Car les importations des pays à bas coût, comme la Chine, font diminuer l'inflation domestique par le jeu d'un effet comptable direct, mais aussi d'un effet indirect. La baisse des prix à l'importation pousse les producteurs nationaux des secteurs en concurrence avec les produits importés à diminuer leurs tarifs. Après tant de réflexion, une pause musicale est la bienvenue. Passons à la chronique musicale, présentée par votre serviteur Requin. Chers auditeurs, pour notre instant musical quotidien, je vous propose de traverser l'Atlantique, direction le Québec. Vous êtes nombreux à les connaître, mais encore trop nombreux à les ignorer. Je parle bien sûr des Cowboys Fringants. Ce groupe de folk et de country est né en 1997. Ils sont très appréciés au Québec, en particulier pour leurs textes très engagés pour l'indépendance du Québec et pour l'écologie. La chanson du jour est sortie il y a un an sur leur chaîne YouTube. Il s'agit de l'un de leurs singles les plus appréciés. J'ai nommé L'Amérique pleure. Cette musique nous fait vivre le quotidien d'un camionneur qui se rend compte que malgré la beauté des paysages qu'il peut découvrir en voyageant, le monde et la société n'est pas aussi belle. Cette chanson critique une société toujours plus destructrice de l'homme, de la famille et de l'environnement. Cette chanson ne critique pas seulement le monde que nous avons actuellement, mais surtout le monde que nous laisserons à nos enfants. Un monde de ruines, un monde où les liens entre les hommes n'existeront plus. Cette chanson est très réaliste. Bien qu'elle concerne l'Amérique, elle peut s'étendre à tous les continents. Bref, je vous laisse découvrir ce super groupe du Québec et vous dis à bientôt pour une prochaine chronique musicale. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux. Yeah. Le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon manie. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand
je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi puis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond du cœur. Retour à l'essentiel, passons au deuxième point politique. La rivalité américano-chinoise qui a commencé par une guerre commerciale s'est poursuivie dans une multitude de domaines, y compris l'idéologie, et a suscité des analogies avant la guerre froide. Toutefois, compte tenu des niveaux d'intégration économique et sociale entre les États-Unis et la Chine, la guerre froide n'est peut-être pas la meilleure analogie historique. Les économies des États-Unis et de la Chine sont interdépendantes. Elles ont besoin des marchés intérieurs respectifs pour tirer leur croissance. Le commerce entre la Chine et les États-Unis s'élève à plus d'1 demi-trillion de dollars par an. La Chine détient plus de 1 trilliard de dollars de dette américaine. Les grandes entreprises américaines comptent sur la fabrication et la vente de leurs produits en Chine. La fabrication de l'iPhone d'Apple s'articule autour d'une chaîne d'approvisionnement basée dans le sud de la Chine. Il y a plus de restaurants Kentucky Fried Chicken en Chine qu'aux États-Unis. L'antagonisme entre les États-Unis et la Chine rappelle plutôt celui entre le Royaume-Uni et l'Allemagne avant 1914. C'était une rivalité entre une puissance établie, le Royaume-Uni, et une puissance montante, l'Allemagne. À l'époque, certains soutenaient que l'ampleur de l'intégration économique entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne
rendrait la guerre à la fois irrationnelle et improbable. Mais cela n'a pas empêché les deux nations de sombrer dans les hostilités. Mais elles ont éclaté à une époque antérieure aux armes nucléaires. En revanche, la menace d'anéantissement nucléaire a défini la guerre froide et a fait que les forces américaines et soviétiques ne sont jamais affrontées directement pendant la guerre froide, bien que s'étant souvent battues par proxy. Mais la comparaison la plus intéressante est peut-être celle de la fin de la guerre froide plutôt que de son début. La compétition n'a pas été réglée sur le champ de bataille ou dans l'espace. En fin de compte, elle a été déterminée par la résilience et le succès des deux sociétés, les États-Unis et l'URSS. In fine, le système soviétique s'est tout simplement effondré sous le poids de ses propres problèmes internes et de la faiblesse de son économie. C'est cette dernière comparaison qui devrait inquiéter le plus les Américains. L'élection présidentielle actuelle menace de provoquer une crise dans le système démocratique américain d'une sorte qui n'a pas été vue depuis le XIXe siècle. Même si les États-Unis réalisent la transition pacifique du pouvoir que Trump n'a pas voulu garantir, en laissant planer le doute pour savoir s'il accepterait une éventuelle défaite, Donald Trump a creusé un peu plus les divisions. L'ère Trump aura alimenté une cassure profonde dans les sociétés américaines, déjà très divisées par le creusement des inégalités, l'immigration, les violences policières, le droit des femmes, etc. Le politologue Francis Fukuyama, célèbre auteur de La fin de l'histoire, voit quant à lui dans la pandémie le signe d'une grave crise du système politique américain qui est probablement appelée à durer. Dans une tribune publiée dans The Atlantic, il écrivait « Ce qui importe en fin de compte, ce n'est pas le type de régime, mais la question de savoir si les citoyens font confiance à leurs dirigeants et si les dirigeants dirigent un État compétent et efficace. À cet égard, l'approfondissement du tribalisme américain laisse peu de raisons d'être optimiste. Dans cette guerre multidimensionnelle entre les États-Unis et la Chine, pour déterminer quel pays dominera le XXIe siècle, la vitalité de leurs systèmes nationaux pourrait, en fin de compte, déterminer qui l'emportera. La réémergence de la concurrence des grandes puissances ne doit pas nous faire oublier l'importance de s'attaquer aux défis transnationaux vitaux qui, dans de nombreux cas, nécessiteront une coopération américano-chinoise. La pandémie aurait pu et aurait dû être un moment pour Washington et Pékin de coopérer pour étudier le virus, accélérer l'élaboration des vaccins et empêcher la propagation de la Covid-19 à d'autres pays, en particulier ceux dotés de systèmes de santé moins développés. Mais comme l'affirme Amin Maalouf dans son avant-dernier ouvrage « Le naufrage des civilisations », vouloir que tous les pays du monde deviennent des alliés ou des protégés, cela allait à l'encontre de tout ce qui s'est pratiqué en politique depuis l'aube des temps. C'est toujours contre quelqu'un qu'on se mobilise, qu'on affûte ses armes et qu'on bâtit des alliances. L'ennemi menaçant est trop souvent, hélas, comme une étoile polaire sans laquelle on ne sait plus où on va, ni ce que l'on fait, ni même ce que l'on est. Il est inéluctable que les tensions vont encore s'exacerber et que la rivalité va aller au-delà des échanges commerciaux vers notamment de nouvelles normes mondiales sur les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la 5G, mais aussi les équipements médicaux, de l'industrie pharmaceutique et des technologies vertes, ce qui forcerait plusieurs pays, dont la Tunisie, à choisir un camp. C'est dire le danger aigu que représente la désunion mondiale. L'historien Yuval Noah Harari, en essayant de tirer quelques enseignements de cette crise dans une tribune publiée dans le Financial Times, affirme qu'il manque à l'humanité un leadership mondial, qui n'est précisément plus assuré par les États-Unis, car la confiance dans l'administration américaine est érodée. Qui a envie de suivre un leader dont la devise est « moi d'abord » ? Et ce vide laissé par les États-Unis n'a été comblé par personne d'autre, pour l'instant. Place à la culture. Passons à la chronique cinéma, présentée par notre ami Becker. Bruno Calgani est un jeune homme qui revient en France sans prévenir après 5 années passées en prison aux États-Unis pour détention de drogue. Ces longues années d'absence l'ont empêché d'aller à l'enterrement de sa propre mère, morte pendant son séjour en tôle. Le retour de Bruno au pays s'annonce compliqué, en particulier les retrouvailles avec son père. Un mauvais fils est un film français réalisé par Claude Sautet et sorti en 1980. Pourquoi voir ce long métrage ? À travers son personnage principal joué par l'immense acteur Patrick Devers, Un mauvais fils nous dessine le portrait de la France de la fin des années 70. Les nombreux personnages présents à l'écran viennent de milieux différents,
de l'ouvrier qualifié à l'immigré maghrébin en passant par le libraire épanoui dans son travail. On ressent toute la vie sociale de l'époque et on ressent aussi comme une certaine nostalgie en voyant ces plus ou moins belles images d'une France qui n'existe plus. Mais tout l'intérêt pour nous autres contemporains est de se rendre compte que les problèmes que nous connaissons aujourd'hui existaient déjà à l'époque. Les immigrés qui font des boulots épuisants pour peu d'argent, la drogue, à l'époque l'héroïne qui détruit la vie de familles entières. Comme dans presque tous les films de Claude Sautet, c'est Philippe Sard qui compose la musique du film et qui rend le tout presque mélancolique. Les dialogues, écrits par Claude Sautet lui-même, sont marquants et percutants. Claude Sautet a une réelle fascination pour les personnages qu'il filme et laisse le temps aux acteurs de respirer devant la caméra, ce qui donne une sensation de réalisme et de proximité avec ceux-ci. Je vous invite donc, chers auditeurs, à voir le film Un mauvais fils, et je ne vais pas m'arrêter là. Intéressez-vous à la filmographie de ce génie qu'est Claude Sautet, il est sans nul doute l'un des meilleurs cinéastes de son temps. Accompagnez le groupe d'amis d'Yves Montand dans Vincent, François, Paul et les autres. Pleurez avec Michel Piccoli et Romy Schneider dans Les choses de la vie. Moquez-vous de la bourgeoisie aux côtés de Daniel Auteuil et Jean-Pierre Mariel dans Quelques jours avec moi. Et assistez à l'histoire d'amour complexe mais extrêmement belle d'Emmanuel Béard dans Un cœur en hiver. Bref, vivez la France à travers la caméra de Claude Sautet. Poursuivons cet instant de culture avec la littérature, présentée par le très célèbre Ravage. En ce 15 mai 2022, la France se réveille sereine et confiante en l'avenir. Hier, la victoire aussi expresse qu'inattendue du général Pierre de Villiers à l'élection présidentielle vient de réconcilier la nation avec elle-même. De Napoléon à De Gaulle, en passant par Louis-Napoléon, MacMahon, Boulanger et Pétain, c'est la figure de l'homme providentiel qui vient de ressurgir de l'abîme, sauvant la République d'elle-même. L'armée d'abord salue la prise du pouvoir par l'un de ses anciens commandants en chef. Avec 61 ans de retard, le putsch des généraux a enfin réussi. Il n'a pas été nécessaire pour cela de faire sauter les paras sur la capitale, mais simplement d'aller faire un stage dans la société de conseil en stratégie économique Boston Consulting Group. Rassuré, la bourse de Paris affiche une remontée en flèche. Dans son allocution de ce matin, le président du MEDEF a déclaré « Mon général, pour relancer la croissance, nous sommes prêts et archi-prêts. La crise dût-elle durer 100 ans, il ne manquerait pas un dividende aux actionnaires. » De son côté, la droite, la vraie, celle des gens raisonnables et propriétaires, crie victoire. Le mai 68 de droite a fonctionné. Bien entendu, le général, a préféré ne pas se prononcer sur les questions d'éthique, mariage pour tous, PMA, GPA, etc. Mais c'est un vrai renard du désert, et on ne doute pas que ses premières mesures soient de rétablir l'ordre moral de la France des années 50. Bonne perdante, la gauche se console de la venue d'un véritable républicain. Celui que l'on surnomme déjà le tigre de l'assimilation a promis. L'islam doit s'intégrer dans notre modèle culturel français. Mesure phare du programme politique du général, l'éducation nationale sera renforcée d'un contingent d'enseignants d'élite, les hussards nègres. Ils auront pour mission d'apprendre l'islam et le wolof aux dernières classes composées majoritairement d'enfants blancs, dans le but, évidemment stratégique, de prendre l'islamisme radical à revers. Le calme règne en banlieue, où le général a tenu à rassurer imams et dealers. Il ne s'agit pas d'envoyer l'armée dans les banlieues, mais bien les banlieues dans l'armée. Objectif du quinquennat, que plus de 75% des nouveaux engagés dans l'armée et les forces de l'ordre soient issus des minorités bientôt majoritaires. Interrogé tout à l'heure sur France Inter, le jeune Moussa, habitant de la cité des Mureaux, avec qui le général avait déjà joué au foot devant les caméras, confirme « Voilà, le général nous a promis des guns pour niquer sa mère au guerre !» L'implacable futur président de la République a en effet insisté sur son désir de stopper toutes les velléités de séparatisme qui traversent notre beau pays. Lors de son dernier meeting de campagne, il a martelé « À ceux qui voudraient se détacher de notre société, sous prétexte qu'on les obligerait à payer pour entretenir d'autres peuples sur leurs terres, ou qui pensent que notre modèle économique nous mènerait inexorablement vers le chaos, je dis ceci, vous trouverez la République face à vous. Nous irons vous chercher jusque dans les chiottes. Vive la République et vive la France. Sans transition, l'éphéméride, présenté par Clayton. Éphéméride du jeudi 5 novembre 2020.
309e jour de l'année selon notre ami Grégoire, et jour du dindon pour le calendrier républicain. Il ne reste plus que 56 levées de soleil avant le terme de la rotation terrestre, et laissez-moi vous rassurer, nous vivons toujours dans le meilleur des mondes. Auditeurs, auditrices, aujourd'hui, c'est un peu Noël avant l'heure. Pourquoi Noël en avance ? Eh bien, tout simplement pour 2 raisons. La première me concerne, et vous sera révélée à la fin de cette intervention. La seconde concerne chacun d'entre nous, et même dirais-je la totalité des personnes humanoïdes. En effet, aujourd'hui, nous fêtons la naissance d'une sorte de Jésus des temps modernes, un cadeau cosmique fait à chacun d'entre nous pour racheter nos pensées malsaines et nos fautes. Oui, aujourd'hui, cher terrien, est le jour où, en 1955, dans une petite ville côtière algérienne, naquit, roulement de tambour, Bernard-Henri Lévy. Plutôt que de vous le présenter par une biographie sans saveur, je vais vous citer une ode écrite par une de ses groupies sur son site officiel à la rubrique Combat. Bernard-Henri Lévy est, certes, d'abord un philosophe. Mais il n'a jamais fait mystère du fait que la philosophie est d'abord pour lui un instrument de combat et un moyen de faire avancer les causes qui lui sont chères. D'où cette rubrique qui énumère ses causes et les raconte. C'est le Bernard-Henri Lévy engagé, c'est le Bernard-Henri Lévy humaniste, universaliste, en soutien de toutes les victimes, de toutes les oppressions, sans exception. C'est un Bernard-Henri Lévy dont on ne connaît pas assez les qualités de constance et de courage. Courage, dites-vous ? L'intrépidité dont il a fait preuve dans ses reportages de guerre ou lors du tournage de Bosna, de peu d'intellectuels actuels ou aînés, on peut en dire autant. Constance ? On connaît trop peu sa fidélité à lui-même et aux autres, son entêtement à défendre ce qui lui semble juste et vrai, sa façon de ne jamais lâcher, malgré les années, les batailles auxquelles il s'est trouvé mêlé. Cette vertu aussi est rare. C'est le contraire de l'esprit du temps et de sa frivolité. C'est Bernard-Henri Lévy. Après cela, il est temps de vous révéler pourquoi est-ce Noël avant l'heure pour moi. Eh bien, simplement, un sujet tel que celui-ci est un vrai cadeau, du pain béni. On moque, on copie-colle, et en un tournement la chronique est bâclée. À moi l'apéritif précoce. Joyeux et saint BHL à vous. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir écoutés, et je vous dis à demain pour une nouvelle émission de Radio Virus.